Salut à tous, salut les Passelas, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Arthur, Arthur S sur le forum. Avec Diego, je suis un de vos deux tuteurs de maïotique du coup. On va vous accompagner donc pendant ce semestre pour vous aider pour bien bosser cette matière qu'est la maïotique, qui est géniale, vous allez voir ça. Donc là, on va commencer avec la petite rentrée tranquillement. Donc bon, vous en doutez, on ne peut pas faire de cours en présentiel, on ne peut pas faire en fait des lives sur Zoom ou GoToMeeting ou quoi. On va faire des petites vidéos, ok. Donc là, par exemple, je vais vous poster, on va faire la vidéo avec le diapo qu'on va découvrir ensemble. On les postera et vous pourrez les voir tranquillement chez vous après. Donc voilà, pendant cette lutte rentrée, on va essayer avec Diego de voir un maximum de cours possible, aucun maximum de notions en maïotique, tout en restant superficiel. Pourquoi? Parce que les profs ne nous ont pas encore tous répondu OK. Par rapport au programme, la maïotique, c'est l'ancienne, avant c'était l'U8, unité fœto-placentaire, qui était une spécialité en PACES. Là, c'est un peu changé, c'est une matière de tronc commun et on est quasiment sûr qu'il y a des choses qui vont être modifiées, ok, des cours qui vont être enlevés, peut-être des choses qui vont être rajoutées. Donc, dès qu'on aura des informations, on vous tiendra au courant. En attendant, avec Diego, là, pour la petite rentrée, on veut voir le maximum de cours possible, je vous dis, tout en restant superficiel pour éviter de prendre trop de retard, d'accord, pour ne pas prendre de retard, justement. Et au moins, après, s'il y a des choses qui restent, vous les saurez déjà. C'est des trucs qui partent, bon, bah tant pis, mais vous l'aurez su, vous l'aurez appris quand même. Et voilà, vaut mieux à la limite en apprendre un peu trop que pas assez, ok. Donc là, on va y aller tranquillement. On va commencer ce premier cours. Le premier cours qu'on va voir, c'est les modifications physiologiques de la grossesse. En gros, c'est un chapitre qui va nous expliquer comment, pendant 9 mois, l'organisme de la maman va s'adapter pour fonctionner correctement, malgré le fait que voilà, il y ait un fœtus de 3,5 kg à peu près à terme qui soit dans son ventre. OK? Qui soit dans son utérus, pardon. Donc là, je vais faire un partage d'écran. On va commencer à voir le diapo ensemble et on va commencer. Vous allez voir la maïeutique concrètement, c'est une matière assez riche, d'accord. Il y a pas mal de choses à savoir. Après, voilà, c'est surtout, on ne le dira jamais assez, et c'est sans doute valable pour beaucoup d'autres matières, hein, mais c'est beaucoup de compréhension. Vous verrez, une fois que vous aurez compris comment tout fonctionne, ça va aller comme sur des roulettes, ok. Ça va être beaucoup plus simple, donc voilà, vous inquiétez pas par rapport à ça. Au départ, ça peut faire un peu lourd, mais voilà. Donc, je vous mets le diapo et on va pouvoir commencer tranquillement. Si vous avez des questions, bon, c'est un peu chiant du coup, parce que bah, là, on ne peut pas trop avoir d'interaction, hein, forcément. On va organiser un live avec Diego de 1 heure pendant la petite rentrée, vers la fin de la petite rentrée, je pense. On vous prépare plein de petites choses pour que ce soit agréable, pour qu'on puisse encore mieux bosser. Et voilà, on pourra répondre à toutes vos questions que vous avez par rapport au cours qu'on a eu la toute rentrée. Et si vous êtes vraiment impatient, posez-nous les questions sur le forum, on y répondra avec plaisir. Donc je vous disais, voilà, la maïeutique, c'est une matière assez riche, pas mal de choses à savoir, mais il faut comprendre ce qui se passe et après ça ira bien. Là, je vous indiquerai les valeurs éventuellement à prendre justement pour ce premier cours. Donc on va commencer les modifications physiologiques de la grossesse. Alors, en introduction, les intérêts de ces modifications. Alors, il y en a plusieurs. En fait, l'intérêt de ces modifications vont être d'avoir un bon développement et une bonne croissance du fœtus. Ok. On va chercher aussi à ce que la mère s'adapte bien à l'état gravidique. C'est forcément pas cohérent, pas commun, pardon, entre guillemets, de se trouver dans cet état-là, d'être enceinte, de subir toutes ces modifications. On va voir comment l'organisme maternel, du coup, va s'adapter correctement. Un des autres objectifs aussi sont la préparation évidemment de la maman à l'accouchement, à l'allaitement. Et un des points clés que je veux vous retenir absolument, c'est que l'organisme maternel doit se retrouver dans un état d'immunodépression. Pourquoi? Puisque vous savez que les gènes, le patrimoine génétique du fœtus, c'est 50% du père et 50% de la mère. Ok. Sauf que ça veut dire que 50% du patrimoine génétique du fœtus est étranger à la mère, puisqu'il provient du père. Donc logiquement, comme toute greffe d'organes par exemple, ce que va faire la mère si elle reconnaît ce corps étranger, et ben, elle va le rejeter. Sauf que les modifications de la grossesse, les modifications physiologiques, vont permettre justement à l'organisme maternel de se retrouver dans un état d'immunodépression, d'accord, retenez bien ce mot,
de tolérance immunitaire et vont permettre de justement ne pas rejeter le fœtus qu'on considère comme une greffe semi-allogénique. Une greffe allogénique, globalement, c'est une greffe avec un patrimoine génétique en fait, qui va être de la même espèce, mais pas de la même personne. Vous verrez mieux en immunité et grossesse avec Diego ce que ça signifie exactement. Il saura sans doute encore mieux vous expliquer que moi. Alors, les modifications, on va s'intéresser, en fait, on va étudier ça un peu par système. Là, les premières choses qu'on va voir, c'est des modifications plutôt générales. Ensuite, on verra des modifications au niveau vasculaire, dermatologique et digestif. OK? Alors, les modifications générales. Elles concernent la température, le poids et l'état général. OK? Au niveau de la température, au premier trimestre, la femme enceinte va être en hyperthermie. OK? Une température corporelle donc, qui va être légèrement augmentée. Et ça, c'est sous l'effet des progestérones. Retenez bien ça, OK? À cause des progestérones. Premier trimestre, une hyperthermie. Ensuite, le plateau finalement ça va rester stable. La température va diminuer au fur et à mesure, si bien qu'en fin de grossesse, on va retrouver à l'inverse une hypothermie relative. Ok, donc retenez bien, au premier trimestre une hyperthermie, à la fin de la grossesse plutôt une hypothermie. Concernant le poids, la prise de poids doit être bien surveillée. Ok, elle est différente selon la période de la grossesse dans laquelle on se trouve. Au premier et deuxième trimestre, on va chercher à prendre 1 kg par mois. Ok. En revanche, au troisième trimestre, on va chercher à prendre 2 kg par mois. C'est important, ça doit bien être surveillé. Ne retenez pas, mais par exemple, les recommandations de prise de poids peuvent varier suivant l'IMC de la patiente, si c'est une personne plutôt maigre, plutôt corpulente. Et voilà, retenez, la prise de poids doit être de 1 kg par mois à T1, T2 et de 2 kg par mois à T3. Ces valeurs correspondent à un IMC normal. Pour terminer ces modifications générales, l'état général, donc une baisse du seuil de la soif, d'accord? C'est-à-dire que la femme enceinte va avoir plus rapidement soif, plus vite soif, ok? Le seuil va baisser. Et après, des douleurs, des problèmes pardon, classiques de type douleur, anxiété, nausées, vomissements, qu'on verra après. Toutes ces modifications qu'on vient de voir, elles sont individu dépendantes subjectives. Subjectives, retenez bien ce mot, c'est-à-dire que voilà, elles vont être différentes suivant la personne qu'on a en face de nous. Chaque patiente est unique. Certaines vont avoir une plus grosse hyperthermie que d'autres, certaines vont peut-être prendre un peu plus ou un peu moins de 1 kg à T1 et T2. Voilà, c'est vraiment très subjectif, c'est pour se donner une ordre d'idée, ces valeurs. Donc retenez pour le coup les valeurs 1 kg par mois et 2 kg par mois. On va passer aux modifications. Premier type de modification, entre guillemets, les modifications des glandes endocrines. Dans les glandes endocrines, vous savez, c'est des glandes qui en fait sécrètent des hormones qui vont être libérées dans le sang et qui vont ensuite agir sur des organes cibles, comme pour influencer sur l'anatomie de cet organe, sur ses sécrétions hormonales, par exemple. C'est ce qu'on va voir ici. Ok. La première glande à laquelle on va s'intéresser, c'est l'hypophyse. L'hypophyse, je ne vous demande pas de le retenir, enfin, vous le verrez de toute façon dans l'anatomie, en système nerveux. C'est une glande qui se trouve en fait en dessous du cerveau, dans la selle turcique. Mais voilà, je ne vous demande vraiment pas de retenir cette modification, c'est pas ici qu'on va bien apprendre ça. Deux types de modifications du coup. Des modifications anatomiques et fonctionnelles. Au niveau des modifications anatomiques, il faut absolument que vous reteniez qu'elles passent de 0,4 grammes à 0,8 grammes. Okay, son poids, sa masse double lorsque la femme est enceinte. Elle augmente également en termes de volume, donc retenez bien 0,4 g à 0,8 g. Au niveau des modifications fonctionnelles, alors les modifications fonctionnelles, ça concerne en fait toutes les sécrétions hormonales de l'hypophyse. Il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées qui vont chacune avoir leur intérêt. Évidemment, on va commencer par la TSH, la thyréostimuline, qui agit elle qui stimule la sécrétion hormonale de la glande thyroïde. Je ne vous demande pas de le savoir. Ce que je vous demande de savoir, c'est ce qui est sur le diapo et la fiche que vous verrez. Hein. C'est voilà. Et après les petites digressions, pas à savoir. Donc elle diminue jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, ce taux de TSH. Les taux, c'est évidemment dans le sang, hein, on se situe dans le sang quand on parle de ça. Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée au niveau du pic de ACG, et après 12 semaines d'aménorrhée, les taux de TSH remontent. Pour l'ACG, l'hormone chorionique gonadotrophique, pardon, si je ne dis pas de bêtises, elle augmente jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, elle atteint son pic, puis ensuite elle va diminuer. Pour la prolactine, elle augmente progressivement. Retenez bien ça, ok? Progressivement. C'est pas d'un coup. C'est progressivement tout au long de la grossesse, ces taux augmentent pour finalement se retrouver 5 à 10 fois plus élevés par rapport à la normale lorsqu'une femme n'est pas enceinte. L'ocytocine, elle augmente aussi, tandis que la LH et la FSH, elles diminuent. Ça, c'était pour l'hypophyse. Maintenant, on va s'intéresser à la thyroïde.
La thyroïde, c'est une glande qui est située dans le cou, ici, là, derrière la glotte. Alors la thyroïde, on va s'intéresser à sa production hormonale, hein. On la développera, on la développera mieux pendant l'année, normalement, déjà sur la fiche et pendant le cours. Il y a toute une histoire par rapport à la carence de l'iode, une carence en iode chez la femme enceinte que je ne sais pas développer ici parce que c'est une bonne partie à comprendre. Voilà. Déjà, on va se concentrer sur la production hormonale et l'histoire de carence, on verra ça plus tard dans l'année. Donc, la thyroïde, elle sécrète les hormones T3, la triiodothyronine, l'hormone T4 qu'on appelle la thyroxine et la calcitonine qui est hormone hypocalcémiante. Hypocalcémiante, c'est-à-dire que l'objectif va être donc d'avoir moins de calcium dans le sang, va faire en sorte qu'on ait moins de calcium dans le sang. Ok. Elle sécrète également la TBG. La TBG, c'est une protéine de transport des hormones T3 et T4 qu'on a vu juste au-dessus. Durant la grossesse, on va avoir une augmentation de la TBG, ok. On rappelle que la TBG transporte la T3 et T4. Donc, si augmentation de la TBG, forcément, on aura une augmentation des taux de T3 et T4 total. Donc, les dosages finalement sont inutiles. Ça ne va pas nous renseigner, ça ne va pas servir à grand-chose. Au contraire, on va avoir une diminution de T3 et T4 libres. Là, les dosages vont être utiles. On va pouvoir doser ça et suivre l'évolution de ce taux d'hormones, voir si la grossesse se passe bien. Ok. Vous savez, les hormones peuvent être sous deux formes, libres ou liées. Donc voilà, ici, pendant la grossesse, on cherche à avoir une diminution de T3, T4 libres et leur dosage sera utile. Enfin, on va terminer ces glandes endocrines avec la parathyroïde. Les parathyroïdes, elles, on va s'intéresser donc à leur sécrétion, pareil, production hormonale, à quoi elles servent. Elles sécrètent la parathormone, la PTH, parathormone qui est une hormone hypercalcémiante. Donc là, pour le coup, l'objectif, ça va être d'avoir plus de calcium dans le sang, ok. Cette parathormone, elle va réguler, très important à savoir, le métabolisme phosphocalcique. C'est très important à savoir, et c'est capital que vous reteniez ça, puisqu'en fait, ce qui va se passer pendant la grossesse, c'est que la minéralisation du squelette fœtal, elle va être très très rapide. Au troisième trimestre, les besoins calciques du fœtus, ça s'élève à 300 mg par jour, ce qui est énorme, ok. Donc c'est important que les sécrétions de PTH, par exemple, soient bonnes, comment dire, soient physiologiques, soit exactement ce dont à quoi on s'attend, puisque la PTH va réguler le métabolisme phosphocalcique, et le métabolisme phosphocalcique est capital dans le développement du squelette, du fœtus. Ok. La production hormonale. Alors là, il faut se concentrer un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. La mère, pendant la grossesse, à 6 mois de grossesse précisément, elle va augmenter sa parathormone. Sa parathormone, ça va faire quoi? Ça va faire que la mère va se retrouver avec plus de calcium dans le sang. Ok. Plus de calcium dans le sang, elle va le transmettre au fœtus. Sauf que le fœtus, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir du calcium dans le sang, c'est d'avoir du calcium dans ses os pour pouvoir développer son squelette. Donc le fœtus, qu'est-ce qu'il va faire lui avec sa parathyroïde? Il va sécréter de la calcitonine, qui est une hormone hypocalcémiante. Comme ça, le calcium passe du sang vers ses os. Ok. Donc finalement, c'est pas trop compliqué à comprendre. Il faut comprendre que la mère veut libérer du calcium dans son sang et le transmettre à son fils, et que le fils, lui, il veut garder le calcium dans ses os pour développer ses os. Donc la mère, pour mettre du calcium dans son sang, elle va sécréter la PTH. Le fils, lui, une fois qu'il aura reçu tout le calcium dans son sang, il s'en fout d'avoir ça dans le sang, il veut ça dans les os. Donc il va sécréter plus de calcitonine. Ok. Ça, c'était pour les modifications des glandes endocrines. Maintenant, on va voir les modifications du métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est le métabolisme, en gros, les dépenses énergétiques qui sont minimales, qui sont nécessaires à l'organisme pour pouvoir survivre. Ok. On ne parle même pas d'effort ou quoi, c'est juste le métabolisme minimal. Il augmente de 15 à 30%. Ok. Les apports augmentent de 15 à 30%. Ces apports métaboliques, il y en a un quart qui sont destinés à la mère, à son cœur et ses poumons, d'accord, qui augmentent en activité, qui ont donc besoin de plus de substrat pour bien fonctionner. Trois quarts des apports du métabolisme basal vont être, eux, destinés à l'unité fœtoplacentaire. Ok. Retenez bien ces valeurs, un quart, trois quarts. Au niveau des nutriments, chez la mère, donc les lipides, les triglycérides, le cholestérol vont augmenter. Le triglycéride, ils vont se retrouver dans la norme 6 semaines après l'accouchement. Ok, PP, ça veut dire postpartum, donc c'est après l'accouchement. Le cholestérol, lui, va mettre un peu plus de temps à se retrouver dans les normes habituelles. Il va mettre 8 semaines, ok, après l'accouchement pour se retrouver dans les normes. Au niveau des protéines, la protéolyse, elle reste inchangée, ok. Le renouvellement protéique ne change pas. On a toujours
toujours le même taux, voilà. En revanche, la concentration en protéines plasmatiques, elle diminue de 10 grammes par litre. Ça s'explique certainement par le fait qu'on ait une hypervolémie, d'accord, maternelle, une augmentation du volume plasmatique. On va le voir juste après. Mais vous comprenez, vous avez protéines votre plasma. Si on met plus de plasma et qu'on ne change pas les protéines, bah forcément la concentration en protéines va être plus basse. Enfin, dernier petit truc pour le métabolisme basal, au niveau des glucides, il faut savoir que le métabolisme glucidique, c'est lui qui subit le plus de variations. Ok, retenez bien ça, plus de variations. En fait, voilà, le métabolisme basal, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être modifié en deux périodes chez la maman. Ok, avant 22 semaines d'aménorrhée, on va avoir un stockage. L'anabolisme maternel, elle va tout stocker, la mère. Elle va stocker ça notamment grâce à un petit phénomène en fait qui va se passer au niveau de son pancréas. Au niveau du pancréas, vous le savez, on a des cellules alpha, bêta qui sécrètent glucagon et insuline pour réguler la glycémie. L'objectif de l'insuline, du coup, vous le savez, c'est de baisser la glycémie et de faire des stocks de glycogène, tout ça. Et justement, au niveau maternel, on va avoir une augmentation des cellules bêta, des îlots de Langerhans du pancréas, sous l'influence combinée, retenez bien ça, c'est l'influence combinée des oestrogènes et des progestérones, d'accord? Sauf que l'augmentation de ces cellules bêta chez la mère, ça va faire une augmentation de la sécrétion d'insuline. L'augmentation de la sécrétion d'insuline, qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser la glycémie maternelle, ok, donc la glycémie maternelle va diminuer de 10% environ pendant la grossesse, avant 22 semaines d'aménorrhée. Après 22 semaines d'aménorrhée, justement, le corps, au bout d'un moment, il a compris ce qui se passe, il s'habitue, et là, on a ce qu'on appelle une insulinorésistance. On va plus faire de stockage, et là, l'objectif, ça va être de relarguer les stocks, puis de transmettre directement tout ce qu'on a au fœtus et de ne pas faire de stockage. L'empêchement de ce stockage, l'empêchement de l'anabolisme maternel va être influencé par certaines hormones. La progestérone, qui est une hormone hypercalcémiante, et l'HPL. L'HPL, c'est l'hormone placentaire lactogène. On la verra dans le cours des sécrétions hormonales placentaires. Maintenant qu'on a vu toutes ces modifications du métabolisme basal, on va passer aux modifications cardiovasculaires et hémodynamiques. On se concentre un peu, c'est pas forcément la plus facile, ok? Donc voilà. Les modifications cardiovasculaires et hémodynamiques, elles concernent trois segments, on va dire en particulier. Elles concernent trois choses, la volémie, le débit et la pression. Au niveau de la volémie, je commençais à vous en parler tout à l'heure. Alors, on va avoir d'abord une vasodilatation des vaisseaux. Ça, il faut le savoir, cette vasodilatation des vaisseaux entraîne moins de résistance. Moins de résistance, d'accord, donc moins de résistance, augmentation du débit sanguin. On va avoir également une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone chez la maman. Cette activation va permettre d'augmenter la volémie. Je ne sais plus si vous l'avez vu, le système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est un système en gros qui nous permet de réabsorber de l'eau et du sel. Donc, globalement, on va pouvoir dire qu'on a une augmentation du volume plasmatique. Ok, augmentation du volume plasmatique, hypervolémie, et ça va avoir des conséquences qu'on va voir juste après. Au niveau du débit, donc comme on a dit, grâce à la vasodilatation, le débit il augmente de 30 à 50%. Vous le savez, le débit dépend de deux choses, la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique, Q égale FC fois VES. Ok, la fréquence cardiaque va augmenter de 15%, le volume d'éjection systolique de 30%. Retenez bien ces deux valeurs, et donc cette augmentation de ces deux valeurs va nous expliquer pourquoi le débit augmente pendant la grossesse. Enfin, la pression. Alors la pression, on le voit en biophile normalement. Tout le monde appelle ça la tension. Alors c'est au sens mathématique et physique du terme et tout, c'est faux de dire que pression égale tension, mais nous on s'en fout, d'accord? On n'est pas à se prendre la tête, donc vous retenez que pression égale la tension. Donc la pression, elle diminue de 20 à 30% pendant la grossesse. Je ne vous demande pas de connaître la valeur 20-30%, forcément. Par contre, je vous demande de savoir que ça baisse et que, par exemple, si on mesure la tension chez une femme enceinte, si elle a une tension à 10,6, c'est tout à fait normal. C'est assez bas, par exemple, en situation physiologique pour quelqu'un qui n'est pas enceinte, mais chez une femme enceinte, 10,6 de tension, c'est normal, c'est très bien. Ok. En revanche, après, on va surveiller tous les problèmes d'hypertension potentielle. Pour éviter la compression de la veine cave inférieure. Ah oui, alors ça, c'est par rapport au débit. Il faut savoir que quand une femme enceinte dort sur le dos, elle peut potentiellement comprimer sa veine cave inférieure. Sauf que ça pose un problème, parce que compression de veine, ça veut dire diminution du débit. Diminution du débit maternel, ça veut dire diminution du débit fœtal. Et diminution du débit fœtal, c'est vraiment pas foufou, parce que ça veut dire on apporte de nutriments, moins d'oxygène, donc un fœtus qui se développe mal, ok?
et potentiellement des retards de croissance. Donc si on constate par exemple à l'échographie qu'on a un bébé qui est plutôt petit pour son âge, on va demander à la mère de dormir en décubitus latéral gauche, ok. Comme ça, la veine cave inférieure n'est pas comprimée, on peut avoir un maximum de débit pour la mère et pour le fœtus et réduire ces risques de retard de croissance. Ok. Maintenant, les modifications hématologiques. Alors, pareil, hématologiques, c'est pas les plus simples. Je pense que cardiovasculaire et hématologique, c'est peut-être les un peu plus compliqué à retenir. Enfin, il y a pas mal d'informations, surtout, il faut comprendre un peu ce qui se passe. Ok, on va y aller tranquillement, ça va le faire. Alors, les modifications hématologiques. On va parler de deux modifications principalement, ok. La modification du volume plasmatique et du volume globulaire. Au début de grossesse, séparez bien, on va parler de deux périodes différentes. D'abord en début de grossesse, puis à 12 semaines d'aménorrhée, ok. Au début de grossesse, on a une augmentation du volume plasmatique de 30 à 40%. On va gagner 1 litre de volume plasmatique à terme, ce qui est énorme. Ok. À 12 semaines d'aménorrhée, en revanche, on va avoir une augmentation du volume de globules rouges. Ça se fait sous l'influence d'une hormone qu'on appelle l'EPO. Je pense que vous connaissez certains, l'érythropoïétine, et certaines. Voilà, on va avoir une augmentation du volume globulaire de 20%. Le truc, c'est que, comme on a dit plus haut, en fait, on a une augmentation du volume plasmatique, donc liquide, de 30-40%, une augmentation du volume globulaire de 20%, d'accord. Voilà, ça pourrait s'apparenter à quelque chose de solide. Donc, on va se retrouver avec finalement une augmentation de plasma plus importante que de globules rouges. D'accord. Qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Ça va nous faire, retenez bien cette notion, une hémodilution relative, ok. C'est-à-dire que certes, les deux globules rouges plasma augmentent, mais le plasma de façon plus importante. Donc les globules rouges vont se retrouver plus dilués dans le sang. Ok, donc vous retenez bien cette notion, hémodilution relative de la grossesse. Et attention à ne pas tomber dans le piège, début de grossesse, c'est le plasma, et 12 semaines, c'est globules rouges, et pas l'inverse. Ok. Les intérêts de cette hypervolémie, on en parle, mais il y a des intérêts pour la maman. Donc ça permet de quoi? Ça permet d'augmenter le débit et de limiter le risque d'hémorragie. Ça permet de favoriser la coagulation, donc ça rejoint un peu le fait de limiter les hémorragies. Ça va permettre de protéger contre l'hypertension, le travail cardiaque va diminuer, le cœur va moins se fatiguer, ce qui est très bien, et ça va évidemment augmenter l'apport en oxygène. Par exemple, là, je ne vois pas les profs vous demander littéralement en 4 items les 4 intérêts de l'hypervolémie maternelle, ok. Par contre, voilà, ne l'apprenez pas bêtement par cœur, mais comprenez ce qui se passe. On va limiter les hémorragies, la coagulation qu'on peut avoir lors de l'accouchement notamment. On va essayer de faire en sorte que le cœur se fatigue moins et d'augmenter son apport en oxygène. Donc, en soi, c'est logique. D'accord. C'est logique tout ça. Concernant les autres éléments du sang, on va étudier le fer, les folates et la vitamine B12. Alors, pour le fer, il faut savoir qu'il participe à la synthèse de l'hème, ok, que les besoins en fer augmentent durant la grossesse pour le fœtus. Cependant, la maman, elle a déjà des réserves en fer, ok, et elle va recommencer à absorber du fer pour satisfaire les besoins de son petit à partir du moment où ses réserves baissent, ok. C'est-à-dire que pendant la grossesse, tant que les réserves maternelles en fer ne baissent pas, elle ne va pas absorber de fer, elle ne va pas s'embêter à faire ça, ok. Par contre, la maman, dès qu'elle voit que ses réserves elles commencent à baisser, là, elle va se mettre à absorber du fer. Donc retenez bien cette notion, ok. Attendre la baisse pour commencer à absorber. La maman a du coup une réserve en fer. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas de supplémentation systématique, ok. On va surveiller évidemment tout ça du côté de la mère du fœtus, mais on ne va pas systématiquement donner du fer à une femme enceinte. C'est pas pareil pour les folates qu'on va voir maintenant. Les folates, là, qui participent aussi à la synthèse de l'hème. Alors c'est très important d'avoir un bon taux de folates. Pourquoi? Une carence en folates, ça peut ça peut favoriser le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. C'est ce qu'on voyait en embryo un peu avec les spina bifida, occulta, aperta, c'est des anomalies de fermeture du tube neural. Donc, important d'avoir un beau taux de folate pour éviter ça. Et là, pour le coup, on va supplémenter systématiquement une femme enceinte en folate. Ok. 4 semaines avant la conception, 8 semaines après la conception, on va donner 0,4 mg, milligrammes, retenez bien, de folate à la maman. Ok. 4 semaines avant, 8 semaines après, c'est systématique, contrairement au fer. Enfin, la vitamine B12 qui va permettre l'entrée de folate dans les globules rouges. Pas de supplémentation. Normalement, les besoins vont être couverts par une alimentation équilibrée. Ok, donc on ne se prend pas la tête avec ça. Si on fait une numération formule sanguine au niveau
au niveau du sang, au niveau hématologique. On va s'intéresser en fait à plein de petits éléments, notamment les électrolytes, notamment pardon, les cellules du système immunitaire. Électrolytes, on verra après. Sur une numération formule sanguine, les globules blancs augmentent. Normalement, une augmentation de globules blancs, ça signifie plutôt une infection chez une femme enceinte. C'est normal, ok. On va faire attention à ce qu'ils n'augmentent pas trop, mais une augmentation des globules blancs, c'est physiologique. Les polynucléaires neutrophiles augmentent, les polynucléaires basophiles diminuent, les monocytes restent stables, et enfin les plaquettes diminuent. On va se retrouver avec ce qu'on appelle une thrombopénie physiologique de la grossesse. Pareil, pas d'affolement, ok, on surveille pour pouvoir surveiller que ce ne soit pas trop sévère, mais pendant la grossesse, diminution des plaquettes, c'est complètement normal. Enfin, les électrolytes, le sodium, le calcium, le sodium, le potassium, le chlorure, pardon, ils restent stables. En revanche, le calcium et le magnésium, ils diminuent. Vous aurez compris pourquoi, parce que la mère va les transmettre au fœtus. On a aussi les bicarbonates qui vont diminuer dans le sang de la maman. Bon, cette diapo fait un peu liste, hein, je ne vous cache pas, oui, c'est un peu embêtant, c'est une liste bêtement à prendre, mais c'est important à savoir. On peut vous poser des questions là-dessus. Dernière diapo sur les modifications hématologiques avec l'hémostase. Alors l'hémostase, qu'est-ce que c'est en fait? L'hémostase, vous le savez, on voit des fois ça dans des opérations, par exemple, quand on entend dire euh, il y a des vaisseaux qui ont été endommagés, d'accord, des vaisseaux qui sont rompus, du sang qui coule un peu. On va faire une hémostase, ok, pour empêcher justement de perdre trop de sang pour réparer la paroi des vaisseaux. Donc en fait, l'intérêt de ces modifications hémostatiques ici, ça va être de préparer l'accouchement et de prévenir les hémorragies qu'on va pouvoir avoir pendant l'accouchement. Particulièrement les hémorragies de la délivrance qui surviennent généralement 2 heures, dans les 2 heures après l'accouchement. La délivrance, vous savez, c'est le moment où la maman libère son placenta, ou elle expulse son placenta. Donc, au niveau hémostatique, les facteurs de la coagulation vont augmenter, forcément, pour éviter le risque hémorragique. Les inhibiteurs de la coagulation, eux, vont diminuer. Et enfin, il faut savoir que la capacité fibrinolytique, elle est minimale au troisième trimestre. Okay, normalement, voilà, les petits caillots de fibrine permettent la coagulation, permettent d'avoir un sang un peu moins fluide, si j'oserais dire, et de permettre une hémorragie de pouvoir la contrôler. Donc, on a habituellement une capacité à détruire ces petits caillots de fibrine, sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut favoriser la coagulation. Donc, la capacité fibrinolytique à détruire cette fibrine, elle est minimale à T3. Enfin, les marqueurs sériques de l'inflammation, la vitesse de sédimentation, elle augmente et le CRP reste stable. Le CRP, c'est, voilà, comme on a dit, un marqueur de l'inflammation qui augmente habituellement lors des infections, mais qui reste stable chez la femme enceinte. On a vu les modifications du coup générales des glandes endocrines, du métabolisme basal, cardiovasculaire et hémostatique, pardon, hématologique. Maintenant, on va voir les modifications rénales et urinaires. J'espère que le cours vous plaît à peu près jusqu'à maintenant. Voilà, vous voyez, alors il y a pas mal de choses à voir, hein, à comprendre, à connaître, c'est ce que je vous disais. Mais voilà, en soi, tout s'emboîte, tout est logique, donc il faut juste essayer de comprendre comment ça se passe. Allez, on passe aux modifications rénales et urinaires. Donc, on va d'abord s'intéresser aux modifications anatomiques, puis ensuite, on verra les modifications fonctionnelles. Au niveau des modifications anatomiques, concernant le rein va augmenter en taille et en poids. Ok, je ne vous demande pas de connaître les valeurs, de toute façon, je vous les ai permises. On a 2 dilatations qui vont avoir lieu au niveau du rein. Une dilatation piélocalicienne à partir de 6 semaines d'aménorrhée et une dilatation piélo-urétérale à partir de 10 semaines d'aménorrhée. Retenez bien quelle dilatation se passe à quelle semaine. Ok. La calice, c'est pour votre information, vous le verrez pareil mieux en anatomie. Hein. La calice, c'est un élément en fait, un élément du rein, comprise dans le rein. Et l'urétère, je pense que vous savez ce que c'est. C'est le tube qui relie le rein à la vessie, qui relie l'urine. Donc voilà, 2 dilatations à connaître. Au niveau de la vessie, on a plein de petites modifications, la vessie qui remonte, les orifices urétéraux qui se déplacent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces modifications, globalement, vont favoriser la stase et les reflux urinaires. Sauf que ça, c'est super chiant parce que les stases et les reflux, ça entraîne quoi? Des infections urinaires. Les infections urinaires, qu'est-ce que ça fait? Des contractions. Et les contractions, forcément, c'est la chiotte parce que ça nous fait quoi? Ça nous fait des menaces d'accouchement prématuré, ok? Des contractions en plein milieu de la grossesse, non, c'est pas fou, c'est pas ce qu'on veut. Donc attention au risque d'infection urinaire chez la femme enceinte. On les traite, hein, on peut les traiter facilement, attention, mais c'est important à surveiller. Ça, c'était pour les modifications anatomiques.
concernant les modifications fonctionnelles. Alors, on va s'intéresser au rein d'abord. Au rein, le rein est composé de plusieurs parties, un glomérule, un tubule notamment. Alors, la filtration glomérulaire. L'objectif de la filtration glomérulaire, ça va être d'élaborer l'urine primitive. La filtration, elle va augmenter de 15%, puis de 50%, donc finalement, elle augmente de plus en plus durant toute la grossesse, ok? Au niveau de la fonction tubulaire, le tubule, c'est ce qui est censé en fait réabsorber le glucose, les bicarbonates, les protéines si vous en avez perdu au niveau du glomérule, ok? Ce qui se passe, c'est que chez la femme enceinte, on va tolérer une certaine protéinurie, ok, à 0,3 g par jour ou inférieur à 0,3 g par jour. Ce sera pas choquant, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe habituellement, ok. On va également voir une augmentation du seuil de réabsorption du glucose. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de mal à réabsorber du glucose. On va se retrouver avec plus de glucose dans les urines du coup. Pareil, chez une femme qui n'est pas enceinte, c'est pas normal d'avoir du glucose dans les urines. Chez une femme enceinte, ça se retrouve fréquemment. Aussi, on aura une augmentation du seuil de réabsorption des bicarbonates au niveau du tubule. Donc, on absorbe moins facilement de bicarbonate, donc le pH de l'urine, il augmente. Enfin, pour la vessie, on va parler du débit urinaire, d'accord? Précisément. Le débit urinaire, au début de la grossesse, il augmente énormément, 80%, c'est absolument énorme, au-dessus de la norme. En fin de grossesse, il a diminué, mais il reste quand même 25% au-dessus de la norme, ok? Donc comprenez bien ces deux choses. Ça augmente de 80% au début, puis ça reste augmenté de 25% à la fin, mais ce sera dans une moindre mesure. Ça, c'était pour ce qui était des modifications urinaires et rénales. Maintenant, on va voir un peu un autre système, entre guillemets, on va voir les modifications hépatodigestives, donc qui intéressent le foie et l'ensemble du tube digestif. Alors ne prenez pas peur, hein, devant plein de petits trucs comme ça va, vous allez voir, tout va s'emboîter logiquement. Au niveau des modifications digestives, alors on va avoir une augmentation de l'appétit de la femme enceinte au premier trimestre. Ça ne veut pas dire qu'elle doit manger pour deux, attention. Elle va avoir une augmentation de l'appétit et ce qu'il faut, c'est en fait augmenter ses apports nutritionnels journaliers à 200 kilocalories. Ok, donc plus de 100 kilocalories par jour pour une femme enceinte, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit manger pour deux. Attention. Les nausées et les vomissements, malheureusement, c'est très fréquent chez une femme enceinte. 90% AT1, 80% des femmes enceintes sont touchées par ça au premier trimestre. Donc voilà, c'est très handicapant. C'est très chiant, mais il ne faut pas s'affoler, malheureusement, c'est normal. Ça a différencié d'un autre état, d'une pathologie, carrément un état pathologique qu'on appelle l'hyperrémésis gravidarum. C'est Kate Middleton, je crois, qui a eu ça quand elle était enceinte. Voilà, ça vous intéresse, petit potin. Où là, la femme enceinte, elle va perdre 10% de son poids, elle va vomir toute la journée. Enfin, c'est vraiment là, c'est une situation très très pathologique. Sinon, des petites nausées, des vomissements, ça arrive très fréquemment. Il faut pas s'affoler. C'est juste très chiant. Des modifications buccales avec des muqueuses qui sont œdémateuses, ok, œdémateuses, dont on comprend. Hein, on a vu qu'on avait une vasodilatation des vaisseaux, une hypervolémie, donc ça paraît plutôt logique. Et une hypersialorée. Retenez bien ça dans les modifications buccales, s'il vous plaît. Une hypersialorée, c'est-à-dire que la femme enceinte va avoir plus de mal à déglutir. Donc, elle va se trouver avec plus de salive dans la bouche, ok? Modification de l'œsophage. L'œsophage, on a une diminution du tonus, une augmentation du temps de transit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la digestion va être plus longue, ok? Le bol alimentaire, il va circuler moins vite. Et quand on sera enceinte, on aura souvent la sensation d'être en sortie de repas de fête ou d'avoir mangé trop de McDo, de tacos ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Donc c'est plutôt chiant. Malgré tout, l'appétit augmente. Je trouve ça assez paradoxal, mais c'est le cas. Une pathologie, un phénomène qu'on peut remarquer au niveau de l'œsophage, c'est les reflux gastro-œsophagiens. Ok, je pense que vous avez forcément quelqu'un dans votre famille qui s'est déjà plaint de ça. C'est en gros des reflux, des remontées acides qui se traduisent par un symptôme clinique qu'on appelle le pyrosis. Ok, le pyrosis, voilà, c'est les brûlures au niveau de l'œsophage. Ça concerne 80% des femmes enceintes AT1. C'est physiologique, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que c'est le même problème que les infections urinaires, ça va nous provoquer des contractions. Comment ça se fait? Parce que à cause de ces reflux gastro-œsophagien, on va tousser. Et si on tousse, on contracte. Et si on contracte, ça va faire, là vous avez déjà la réponse, ça va faire des menaces d'accouchement prématuré. MAP, ça veut dire ça. Menaces d'accouchement prématuré. Au niveau de l'estomac, les mêmes problèmes qu'au niveau de l'œsophage, hein, l'augmentation du tonus et une diminution du tonus, une augmentation du temps de vidange. Mais en bonus, un petit truc encore mieux, on va avoir une diminution des sécrétions gastriques. Donc pareil, toutes ces sécrétions acides qui vont pouvoir nous permettre de digérer ce bol alimentaire.
elles vont diminuer, donc on reste sur ce point de vue, cette constante d'avoir une digestion plus longue. Au niveau de l'intestin, une résorption d'eau, pardon, la femme enceinte a besoin de plus d'eau, elle a plus soif, elle a besoin de nourrir son gosse, donc elle va résorber plus d'eau. Le problème de résorber trop d'eau, ça va nous faire des constipations. Ça va un peu moins bien circuler, tout ça, dans l'intestin, donc plus de constipation qui se traite par des laxatifs, différentes petites choses comme ça que vous verrez pareil. Si vous venez en sage-femme en deuxième année, on a un chapitre entier avec tous les médicaments. C'est génial, yes. C'est cool. Enfin, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, il y a deux petits phénomènes à cause de deux hormones différentes que je vous demande de connaître. On va d'abord avoir une hypotonie, ok, à cause de la progestérone. L'hypotonie, c'est-à-dire voilà, donc une vésicule qui est moins tonique, qui va moins bien chasser son contenu en fait dans le canal cystique, et donc après qui va se retrouver, après le tout ça va se retrouver dans le tube digestif. Une hypotonie à cause des progestérones. Ça revient globalement à comprendre le rôle de la progestérone, en fait, qui globalement est un rôle de relaxation, de ramollissement des tissus, des muscles lisses. Okay, donc cette hypotonie, pareil, libère moins d'enzymes, fait libérer moins d'enzymes dans le tube digestif pour tout digérer, c'est génial. On a aussi une augmentation de la lithogénicité. La lithogénicité, en fait, l'indice de lithogénicité, c'est la formation de calculs. On a un risque de formation de calculs plus important dans la vésicule biliaire. Le problème, c'est que ces calculs vont se boucher, et vont boucher le canal de la vésicule biliaire, qu'on appelle le canal cystique, je ne vous demande pas de retenir ça, et un bouchon d'un canal cystique, ça va faire une inflammation de la vésicule biliaire, et c'est également très chiant. Tout ça, l'indice de lithogénicité, augmentation, ça a lieu à cause des œstrogènes. Donc retenez bien, progestérone, œstrogène, avec hypotonie et lithogénicité. Faites bien la différence entre les deux. On va voir maintenant les modifications dans notre système, les modifications dermatologiques, qui vont être en fait de plusieurs sortes. On a des modifications au niveau de la pigmentation de la peau, ok, l'aspect de la peau, et une modification au niveau vasculaire, donc les vaisseaux sous la peau, ce qui va se passer. Au niveau des modifications pigmentaires, donc on va voir classique, une hyperpigmentation observée chez 90% des femmes enceintes et qui touche principalement les régions génito-anales, mammaires. On va voir également un cloasma. Alors en fait, le cloasma, c'est un masque de grossesse. Si vous avez des nappes maculeuses plutôt sombres sur le visage, je vais y arriver, hein, sur le visage, qui vont se résorber après l'accouchement tout à fait normalement. Pareil, ça concerne 50% des femmes enceintes, donc une bonne partie. Rien d'affolant, c'est pas forcément disgracieux, voilà. Ça, c'était pour les modifications pigmentaires. Pour les modifications vasculaires, on va en voir deux en particulier, les œdèmes et les varices. Alors, les œdèmes, ça concerne 50% des femmes enceintes. Ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que les œdèmes de la femme enceinte ne prennent pas le godet. Les œdèmes qui prennent le godet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, en fait, c'est-à-dire que si j'appuie sur l'œdème avec mon doigt, si ça prend le godet, la trace de mon doigt va rester, ok, ça va faire un petit cratère. En revanche, si les œdèmes ne prennent pas le godet, je vais appuyer avec mon doigt sur l'œdème et tchouk, ça va pas faire de cratère et la peau va se remettre normalement toute seule comme une grande. Ok, donc chez la femme enceinte, œdème, ils prennent pas le godet. Enfin, les varices qui concernent 50% des femmes enceintes, c'est lié à l'hyperpression veineuse. Attention, tout à l'heure, quand on parlait de baisse de la tension et tout, on est au niveau artériel, pas au niveau veineux, ok. Là, l'hyperpression veineuse s'explique notamment par l'hypervolémie. Okay, l'hypervolémie, ça fait beaucoup de pression sur les vaisseaux. Donc voilà, on a une hyperpression veineuse qui va causer des varices. En gros, c'est le même problème physiologiquement qui touche les vieux. Voilà, pour vous simplifier la chose. Et ça va concerner, pareil, les régions génito-anales, les genoux. On va voir un peu les modifications des glandes au niveau dermatologique. Les glandes qu'on a sous la peau, on a deux types de glandes, sudoripare, sébacée, que vous avez sans doute vu en histo. Les sudoripares, ça s'occupe plutôt de la transpiration. Les sébacées, c'est tout ce qui est sécrétion lipidique, l'acné. Donc, pour les glandes sudoripares, on a deux types de glandes, les glandes écrines et apocrines. Les glandes écrines augmentent leur activité. Ça peut se comprendre en même temps. Donc, je vous ai dit, sudoripare, ça s'occupe de la transpiration. La transpiration, elle traduit quoi en fait? Elle traduit notre température de l'organisme qui augmente, hein, et c'est ce qui se passe chez une femme enceinte, donc c'est assez logique finalement que les glandes sudoripares écrines augmentent leur activité. En revanche, les glandes sudoripares apocrines, elles diminuent leur activité. Faites bien la différence. Les glandes sébacées,
Donc, comme je vous l'ai dit, elles s'occupent des sécrétions lipidiques, elles augmentent leur activité, on va donc avoir un risque d'acné pendant la grossesse. Un petit peu d'acné qui va se résorber pareil après, ça peut être un peu embêtant. Enfin, on va parler des vergetures. Les vergetures qui, elles, concernent 90% des femmes enceintes. Alors, c'est très embêtant parce que malheureusement, ça ne disparaît jamais. Alors, même si ça ne disparaît jamais, même si ça peut être un peu décourageant, entre guillemets, on va toujours conseiller à une femme enceinte d'hydrater sa peau. C'est très important, ok? C'est toujours ça de gagner, on ne perd rien à bien hydrater sa peau. Donc, les vergetures, ça concerne 90% des femmes enceintes. Même si ça ne part jamais, on conseille toujours d'hydrater la peau. On ne demandera jamais ça, mais voilà, je vous ai dit que les vergetures, c'était lié à une distension mécanique de la peau et une fragilisation des fibres de collagène que vous avez dû voir en histo. Quel plaisir. Dédicace à vos tuteurs d'histo. Enfin, les autres modifications, alors ça concerne 2-3 petits trucs qu'on n'a pas évoqués forcément, l'appareil locomoteur, les modifications ophtalmologiques et les dents. Pour l'appareil locomoteur, on a quoi? On a une hyperlaxité ligamentaire, ok? C'est-à-dire que voilà, les ligaments vont être plus facilement distendus, vont plus facilement bouger. On a un déplacement du centre de gravité vers l'avant. Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de chutes, d'accord? Donc, une femme qui est enceinte est plus à risque de faire des chutes. Au niveau de l'ophtalmologie, 2-3 petites modifications. Une ptosis modérée. La ptosis, c'est la paupière, pardon, en fait, qui tombe. Pas très joli à voir, vous verrez ça en anatomie. Le ptosis est également présent dans un autre syndrome du système nerveux. On a une presbytie qui est transitoire, une myopie qui est légère en fin de grossesse, une intolérance aux lentilles de contact. Donc ça, on demandera, voilà, ces petites modifications sont physiologiques. Si ça devient des grosses modifications, des trucs de sévères, on se tournera vers l'ophtalmologue qui orientera la femme enceinte. Enfin, au niveau de la dentisterie, plus de caries, en effet, la femme a plus d'appétit, elle augmente ses apports journaliers, elle mange plus de sucre, donc plus de caries. Et une érosion dentaire, en effet, on a parlé, les vomissements, les reflux gastro-œsophagiens, tout ça, ça fait beaucoup de sécrétions acides qui passent sur le tissu dentaire, et toutes ces sécrétions acides en plus, eh bien, ça fait beaucoup d'érosion malheureusement. Enfin, on va noter un risque accru de décollement de la rétine, ok, chez les myopes sévères. Donc, le décollement de la rétine, la myopie sévère n'est pas une contre-indication à un accouchement par voie basse, d'accord. Par contre, voilà, il faut savoir que chez une myope sévère, on a plus de risque de décollement de la rétine pendant la grossesse. Enfin, on va passer aux modifications gynécologiques. Les modifications gynécologiques, on va s'intéresser un peu à l'utérus, au col de l'utérus, au vagin et au sein. Donc là, dans le cas de l'utérus, vous le voyez bien en lieu neuf. En anatomie du petit bassin, cette année, je pense que vous allez le voir de toute façon aussi au deuxième semestre, vous avez dû le voir en VDR, premier semestre avec Isidora et Inès. Donc, l'utérus, c'est un organe creux du petit bassin, antéversé à 90 degrés et antéfléchi à 30 degrés. Qu'est-ce que ça signifie? J'essaie de vous mettre une petite explication à côté. En fait, si vous prenez l'axe de votre vagin, comme ça, et l'axe de votre utérus, comme ça, et bien logiquement, ça va former un angle d'à peu près de 90 degrés. C'est pour ça qu'on dit que l'utérus est antéversé à 90 degrés. Okay, il est antéfléchi à 30 degrés. Alors là, on va prendre les deux extrémités de l'utérus. Okay, l'utérus s'y repose sur la vessie. Et votre utérus, en gros, va être comme ça vers l'avant. Et on va imaginer ici, c'est le sommet de l'utérus, ok, du sommet du corps. Et là, c'est le col de l'utérus, ici, avec le vagin qui prolonge ici. Et bien, si vous tracez ici une droite tchouk au niveau du col et une droite tchouk au niveau du corps, et bien, vous voyez bien que ça va vous faire un petit angle de 30 degrés comme ça, ok. Les deux extrémités ne sont pas sur la même ligne horizontale. Donc, on dit que l'utérus, il est antéfléchi à 30 degrés. Sa hauteur, son poids, ils augmentent pendant la grossesse. L'utérus, globalement, son épaisseur, elle va diminuer en fait. Il va y avoir deux phénomènes différents. Dans un premier temps, il va s'épaissir. Ok, il va passer de 2 à 4 cm d'épaisseur. Et puis finalement, à la fin de grossesse, il va s'étirer. D'accord? Donc il va d'abord s'épaissir, puis après s'étirer. Donc finalement, l'épaisseur globale diminue. Enfin, l'utérus va subir une extra-rotation vers la droite. On va s'intéresser maintenant à trois petites choses en particulier, le col de l'utérus, le vagin, les seins.
Le col utérin. Alors le col utérin, il regarde en haut en arrière, donc ça il faut le visualiser, pareil, hein, il n'y a pas de secret, ça regarde en haut en arrière. Les dimensions du col sont stables pendant la grossesse. Moi je trouve que c'est un peu dingue, ça m'avait étonné quand je l'avais appris, mais voilà, les dimensions du col utérin elles sont stables. Son aspect il est plutôt violacé. Alors ensuite, là, deux petites choses, comment dire, le col de l'utérus va se ramollir, évidemment, en fin de grossesse. C'est pas plus mal, il va pouvoir mieux se dilater comme ça, pour le passage du bébé. Ensuite, deux petites choses à savoir importantes. Dans l'utérus, vous avez un orifice interne, ok, au niveau de l'endocole, et un orifice externe au niveau de l'exocole. Au niveau de l'orifice interne, cet orifice interne il est fermé, ok, par un bouchon muqueux. Ça, c'est l'orifice interne. Pour l'orifice externe, en revanche, lui, au niveau de l'exocole, il va être ouvert, ok. Il ne va pas être ouvert de la même façon si vous avez une femme enceinte primipare ou multipare. Primipare, c'est une femme qui va avoir son premier enfant, son premier accouchement. Multipare, elle a déjà eu plusieurs accouchements, ou un seul, mais en tout cas, ce n'est pas son premier enfant. Chez une femme primipare, l'aspect de l'orifice externe du col de l'utérus, il est punctiforme. En fait, ça fait une sorte de rond, un point. En revanche, chez une femme multipare, l'aspect de l'orifice externe du col de l'utérus, ça va être plutôt quelque chose de déhissant. Sans aucun mauvais jeu de mots, quelque chose de déhissant, ça va en gros donner l'impression d'un col un peu défoncé, un peu voilà quoi. On sent qu'il y a eu deux, trois gosses qui sont passés par là, ok. Ça, c'était pour le col de l'utérus. Pour le vagin, il y a une congestion vulvaire qui engendre des varices, donc ça rejoint le problème de l'hypertension veineuse, hein. Un épaississement de la peau. Tout ça, ça nous permet de quoi? Ça nous permet une augmentation des leucorrhées. Les leucorrhées sont des pertes vaginales qui sont physiologiques. Du coup, une augmentation est physiologique dans le cas de la femme enceinte. Une diminution du pH. Cette diminution du pH, ça peut être un peu chiant. Ça va favoriser les mycoses notamment, donc important à surveiller. Enfin, les seins, ils vont augmenter en volume, ils vont être plus pigmentés et plus sensibles pendant la grossesse. Dernier type de modification qu'on va voir, c'est une modification psychologique, ok. Après, on verra les grands principes de modification les grands principes de surveillance d'une grossesse, et après on aura terminé, ok. Donc il ne reste pas grand-chose à voir. Les modifications psychologiques. Alors, ces modifications psychologiques, elles font intervenir de nombreux facteurs neurosociaux, neuropsychiques, environnementaux, ok. En fait, l'intérêt de toutes ces modifications, ça va être pour la femme enceinte de passer du statut de femme à celui de mère, ok. Ces deux statuts bien différents, c'est une transition qui va s'opérer pendant la grossesse grâce à ces modifications psychologiques. Tous les réaménagements qu'on va voir vont être conscients ou inconscients. Retenez bien ça, conscient, inconscient, il y a les deux types. La femme enceinte, voilà, il faut savoir qu'elle a beaucoup de remaniements psychiques, elle va avoir des sauts d'humeur, tout ça, et cet état, en fait, ces changements psychologiques vont s'inscrire dans ce qu'on appelle l'état de transparence psychique durant la grossesse, ok. Cet état de transparence psychique, il est nécessaire à l'acquisition du statut de mère. Donc voilà, retenez bien cette notion, état de transparence psychique pendant la grossesse, qui est donc nécessaire. En fait, les modifications, hein, elles vont être différentes suivant les trimestres dans lequel on se trouve. Là, ce qui est important à retenir, alors, deux, trois petites choses, faites bien la différence. Au premier trimestre, la femme enceinte, elle va se désinvestir du monde extérieur pour se recentrer sur elle-même, ok. Elle va avoir conscience qu'elle est enceinte, hein, mais elle ne va pas trop parler d'enfants et tout, mais voilà. Elle se désinvestit du monde, elle se recentre sur elle. AT2, truc impératif à retenir dans les modifications psychologiques. La T2, c'est là qu'il y a les modifications les plus importantes, ok. T2, modifications les plus importantes. La femme enceinte, elle va se projeter dans l'avenir. Enfin, T3, on approche de l'accouchement, donc logiquement, c'est des peurs, des angoisses, du stress, des pleurs. Et attention, là, ici, la femme enceinte va se désinvestir de elle-même pour se recentrer sur le bébé, ok. Donc retenez bien, faites bien une différence entre les deux. Au premier trimestre, elle se désinvestit du monde extérieur, elle se recentre sur elle. Au troisième trimestre, elle se désinvestit de elle-même pour se recentrer sur son bébé, ok. Donc globalement, c'est ce qu'on avait dit un peu avant, hein, la femme enceinte, elle a des sauts d'humeur, elle peut avoir mis des barrières par rapport à des traumatismes passés pendant son enfance qui vont pouvoir céder, justement parce que voilà, la femme enceinte a une certaine fragilité psychologique et ça peut carrément se comprendre. On observe également un processus de régression, vous verrez ça en psychologie. Malgré tout ça, il faut savoir que toutes ces modifications, elles sont physiologiques. Elles sont physiologiques pour bien pouvoir accueillir le bébé, ok.
La prof dit même qu'une femme enceinte doit être folle pour pouvoir accueillir son bébé. C'est pour vous donner une idée du truc, ok? Donc toutes ces modifications sont carrément normales. Allez, les dernières petites choses, on finit par peut-être à mon goût le plus intéressant, les grands principes de surveillance d'une grossesse, ok? Alors, on va étudier des signes généraux, obstétricaux, voir un peu les échographies, les sérologies à pratiquer. C'est vraiment la partie la plus intéressante du cours, la plus cool. Les signes généraux, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, surveiller la tension artérielle qui doit diminuer à T1 environ à 6, 5, puis remonter ensuite. À la fin de la grossesse, on va avoir une augmentation des résistances, ok, une augmentation des résistances. Donc finalement, la tension va augmenter. Le poids qui doit augmenter de 1 kg par mois à T1 et T2 et 2 kg par mois à T3. Les urines. Alors, chez une femme qui n'est pas enceinte, normalement, pas de protéines, pas de glucose. Chez une femme qui est enceinte, on veut aussi qu'il n'y ait pas de protéines et pas de glucose, ok? Mais, mais, on peut tolérer une petite protéinurie, ok? La présence de protéines dans les urines à 0,3 g par jour, comme on l'a dit avant. Et les glucosuries vont être plus fréquentes, ok? Donc, ce qu'il faut savoir par là, c'est que idéalement, on ne veut pas de protéines, pas de glucides, même chez une femme enceinte, mais si on en trouve un petit peu, c'est pas forcément pathologique, ok? C'est normal. Après, voilà, le top du top, c'est de ne pas avoir de sucre, pas d'albumine dans les urines. On va surveiller les plantes diverses, évidemment, après les RGO, les vomissements, les nausées, la fatigue, la transpiration. Ça fait rêver d'être enceinte hein, quand on voit ce chapitre. Les signes obstétricaux maintenant. Les signes obstétricaux, on va s'intéresser aux mouvements actifs fétaux qui vont être perceptibles normalement autour du 4e mois, qui ensuite vont diminuer. C'est logique, le fœtus il va prendre de plus en plus de place dans l'utérus, ok. Donc à 4 mois, on peut commencer à palper, on peut palper les mouvements et tous les mouvements vont être perceptibles. Puis ils vont diminuer au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse parce que moins de place pour pouvoir être effectué. On va observer les contractions, les pertes vaginales, les pertes de sang. Les échographies. Donc une à chaque trimestre. Je vois mal les profs vous demander des trucs sur l'échographie du 2e et 3e trimestre. Ok, surtout retenez bien pour le 1er trimestre ce qui se passe. Bah, vous verrez, pareil, c'est plutôt logique. Ok, première échographie, on voit quoi? On va dater la grossesse. On va voir combien il y a d'embryons, le développement des embryons, et on va rechercher la clarté nucale. Alors, la clarté nucale, on va la rechercher, mais on n'espère pas la trouver. Hein. En gros, c'est une ligne qui va apparaître blanche à l'échographie, derrière le cou qui va descendre dans le dos. Et malheureusement, la présence de cette ligne va être synonyme de trisomie 21 souvent. Donc voilà, on la recherche, on n'espère pas la trouver, évidemment. Voilà. Après les échographies du 2e et 3e trimestre, voilà, 2e trimestre, on voit la morphologie des organes, la position du placenta et du col, le 3e trimestre, la croissance du fœtus et le positionnement du placenta, évidemment. Les sérologies, il y en a 6 à faire. Au début de grossesse, la syphilis, je vous demande d'apprendre des sérologies pour le coup, ok. La syphilis, le VIH, l'hépatite B. L'hépatite B, si on n'est pas immunisé, on va la refaire à 6 mois. Retenez bien ça, refaire à 6 mois sinon on est immunisé. Le virus de l'hépatite C, une sérologie contre la rubéole. Alors, les sérologies de rubéole et toxoplasmose vont se faire dans le même labo, ok. La rubéole, on va refaire la sérologie une fois par mois, les 4 premiers mois si on n'est pas immunisé, ok. Pareil, très important. Vous verrez ça si vous venez en sage-femme. Il faut savoir que la rubéole, la toxoplasmose, en fait, même dans le cas où on la contracte début de grossesse, la majorité du temps, ça va être asymptomatique, ok. Ça va rien faire. Dans les cas où c'est symptomatique, c'est catastrophique pour le fœtus. Parce que la rubéole, par exemple, va donner des malformations oculaires, cardiaques, neurologiques. Donc voilà, on va bien surveiller au début de la grossesse. Les 4 premiers mois, on va faire une sérologie par mois pour surveiller qu'on n'ait pas contracté la rubéole. Ok. La toxoplasmose, c'est le même problème, il ne faut pas la contracter, et pour le coup, on ne va pas prendre de risque, on va la surveiller tous les mois, ok. Tous les mois, on fait une sérologie, si on n'est pas immunisé pour surveiller que la femme enceinte ne l'ait pas chopé. Et enfin, les derniers types de suivi, de prise de sang, détermination du rail, détermination du résus, RH+, RH- pour les problèmes d'allo-immunisation que vous verrez en immunité grossesse, le dépistage du diabète gestationnel pour les personnes à risque, uniquement pour les personnes à risque, ok. Dépistage du diabète gestationnel uniquement pour les personnes à risque. On va surveiller l'anémie, la thrombopénie, on va pouvoir supplémenter en fer. Une femme enceinte, si on voit qu'il y a un problème, si on voit que ça manque.
On va faire un prélèvement vaginal contre le streptocoque B. Alors, le streptocoque B, en fait, c'est une bactérie qui est présente dans la flore vaginale. Le seul problème, c'est que si le fœtus va pouvoir en fait la contracter, va pouvoir l'inhaler au moment du passage dans les voies génitales pendant l'accouchement. Pareil, très très grave parce que ça va pouvoir donner des problèmes pulmonaires, des problèmes neuroméningés. Donc voilà, si on constate que le prélèvement vaginal est positif chez une femme enceinte, on va la traiter par un antibiotique qui s'appelle le Clamoxyl. On va le donner 4 heures à peu près avant l'accouchement. Et voilà, comme ça, on se rassure. Et de toute façon, ce traitement marche très bien. Il est très très bon et il n'y a aucun souci. S'il y a un streptocoque B, un prélèvement vaginal positif, on donne l'antibiotique et l'accouchement se passera bien. Et enfin, on calcule le risque de trisomie 21 avec la clarté nucale et certains indices biologiques qu'on ne vous demande pas de connaître. Et ben voilà, merci à vous, merci pour votre attention, j'espère que le cours vous a plu. Alors voilà, il est un peu long, il y a pas mal de choses à savoir, des petites valeurs à connaître, d'autres dont on se fout un peu plus. Voilà, si vous avez quelconque question, vous n'hésitez pas à venir nous demander sur le forum, vous nous demanderez pendant le live, sinon ok. Si vous voulez parler de la filière, pareil, vous nous envoyer un message en privé, il y a aucun problème, c'est vraiment génial. Sage-femme, vous en parlerai avec Diego, on vous en parlera avec plaisir, parce que c'est vraiment génial, c'est vraiment fabuleux dès la deuxième année, c'est super cool. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage, ok. Bossez bien, cette toute rentrée, on se remet au travail tranquillement, mais on se remet bien au travail, on se remet bien dans le bain. Dès qu'on a des infos en maïotique pour le programme, on reviendra vers vous, ok. Nous, on va voir, après les modifications physiologiques, on va voir un deuxième cours, ok, les échanges maternaux-fétaux. Je vais vous refaire une petite vidéo du coup avec pareil le diapo. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on pourra se voir pendant le semestre en présentiel. J'ai peu d'espoir, mais j'espère. Et voilà, si à quoi que ce soit, vous venez nous voir sur le forum, il n'y a aucun souci. Allez, salut, à la prochaine.